J'avais l'impression d'être suivie. Ou ben, je rentrais pas, par exemple, chez moi. Quand j'étais dans ma rue, je faisais le tour pour m'assurer qu'il y avait personne qui me suivait. Ça amenait à une violence aussi dans ma vie de tous les jours. Ça a été tout de suite, Ihsan Awash, et donc c'était l'affaire Awash, sur Twitter, qui s'appelle aujourd'hui X, le hashtag affaire Awash était parmi les 10 hashtags pendant des semaines en Belgique, les 10 hashtags les plus utilisés. Donc c'était vraiment, il y avait une personnalisation du débat, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de débat, c'était elle, on va la faire tomber, on va l'attaquer et on ne va pas la lâcher jusqu'à ce qu'elle tombe. Au moment où je me suis dit, oula, là c'est en train de mal tourner, je venais de finir de travailler, j'étais en chemin pour aller chercher mes enfants à l'école. Et mon téléphone vibrait dans tous les sens. Je n'arrivais plus, en fait, je comprenais même plus ce qui se passait. Je recevais plein de messages, il y avait des messages de soutien et également des personnes qui m'attaquaient sur les réseaux. Et je me rappelle, je vais chercher ma fille et quand on monte dans la voiture, elle me dit... je lui demande, tiens, comment s'est passée ta journée? Donc elle me raconte sa journée et puis elle me dit, et toi, maman, comment s'est passée ta journée? Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je la regardais, je me disais, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire pour lui expliquer ce qui est en train de se passer, que des gens sont en train de s'en prendre à sa maman parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient en fait chez elle. Et les réseaux sociaux, en fait, on se dit, finalement, on peut dire tout ce qu'on veut. Et le gros problème qu'il y a aussi, c'est l'anonymat. Donc en fait, dans la rue, lorsque on se balade dans la rue, on ne se met pas à insulter quelqu'un parce qu'on n'aime pas sa tête. Dans les réseaux sociaux, c'est ce qui va se passer. J'ai fini par démissionner parce que je me rendais compte que quoi que je dise, c'était détourné. Et quoi que je ne dise pas aussi, ça allait être détourné. Donc quoi que je fasse ou ne fasse pas, ça se retournait contre moi en fait. Et c'est ça aussi que quelquefois les gens ne voient pas, c'est qu'il y a la personne qu'on attaque, la personne qu'on cible, mais il y a tout mon environnement et qui était très affecté par tout ce qui se passait. Ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je prenne des distances et que je quitte parce que je ne vois pas le bout, je ne voyais pas le moyen d'aller chercher de la justice. Et donc, il fallait que je quitte pour me préserver ma santé mentale. J'avais aussi, je me baladais dans la rue, les gens me reconnaissaient, me parlaient, je savais pas si on me voulait du bien ou du mal. Et ça m'arrivait aussi, il y avait des moments où j'avais l'impression d'être suivie. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien. Mais c'est juste une impression à ce moment-là de suspicion constante où je rentrais pas, par exemple, chez moi, quand j'étais dans ma rue, je faisais le tour pour m'assurer qu'il y avait personne qui me suivait. Ça amenait à une violence aussi dans ma vie de tous les jours qui faisait que c'était plus supportable. Alors c'était sexiste parce que déjà quand on regarde, la plupart des personnes qui sont victimes de cyberharcèlement sont des femmes. Et donc il y avait un volet complètement sexiste et je le voyais aussi quand des personnes prenaient position pour me défendre. Quand c'était un homme qui prenait position pour me défendre, il se faisait un peu attaquer mais on passait vite à autre chose. Mais quand c'était une femme, elle rentrait dans la meute en fait. La meute de cyberharceleurs la voyait et c'était boum, tombé dessus. Il y a même des femmes à qui j'ai dit s'il te plaît ne prends pas position parce que tu penses que tu vas m'aider. Peut-être tu vas un peu m'aider mais tu vas te faire du mal et tu as déjà assez. Donc là il y avait vraiment, et je disais d'ailleurs à des hommes que dans mon entourage, je disais vous devez prendre position puisque vous serez moins attaqués. Donc déjà, il y a ce phénomène qui est extrêmement sexiste. Ensuite, il y avait le côté racisme parce que on parlait du fait que l'État doit être neutre, ok. Et puis ensuite, on disait dans les mêmes parties, on disait finalement le voile c'est un symbole de soumission, mais l'islam, elle devrait être intégrée, elle n'est pas assez intégrée, etc. Et donc là, c'est des discours qui sont racistes parce qu'on ramène la chose à mon origine, à mon appartenance religieuse. Et on dit qu'à cause de ça, je ne peux pas avoir tel poste. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que quelqu'un ne peut pas avoir tel poste parce qu'elle est de telle confession et de telle origine. Il y a le monde réel et le web. Et ce n'est pas la même chose. Et heureusement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. C'est-à-dire que quand j'ai vécu ça, au début, j'étais en mode « je vais voir personne, on va m'attaquer, etc. » Et en fait, quand je sortais dans le monde réel, c'était soit les gens n'étaient pas au courant et ils n'en avaient rien à faire, ou bien ils sont au courant, ils n'en avaient rien à faire. Soit c'était « Ihsan, t'es notre héroïne !» Et alors, on faisait des hugs et tout. C'était « t'es trop bien, comment je suis trop contente de te rencontrer et tout. » Et tu te dis « mais en fait, les gens sont gentils. » Et en fait, de manière générale, dans la vraie vie, ça se passe mieux que dans le web. Ça y est, moi, j'ai pensé que ma carrière était finie. Et en fait, on s'adapte et en fait, on survit à tout. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée à un moment donné de se dire, en fait, c'est mon nom, c'est mon visage, mais c'est pas moi qui l'attaque. Parce qu'en fait, moi, ils me connaissent pas.
Je veux surtout pas que cet épisode me définisse complètement. C'est une partie de ma vie. Oui, c'est une partie très douloureuse de ma vie, mais j'avais une vie avant et je continue à avoir une vie après ça.